Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler enseignement. Alors, c'est une vidéo qui s'adresse évidemment aux enseignants, hem, mais aussi aux parents, mais aussi aux étudiants, qui sont concernés parce que c'est comme le dit l'éducation nationale, une communauté éducative où chaque, élément, participe à un ensemble. J'ai intitulé cette vidéo «Enseigner n'est pas souffrir». Pourquoi? Parce que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de, consultations, que ce soit en médecine générale ou en psychiatrie ou, en cabinet, libéraux, de psychologues, psychothérapeutes et cetera. Donc une expression d'une souffrance de plus en plus importante, un nombre, ou un pourcentage de démissions, dans l'éducation nationale après très peu d'années d'exercice de plus en plus, important. Et je pense que s'il y en a pas plus, c'est parce que, le processus pour quitter l'éducation nationale, en tout cas quand on est fonctionnaire, est compliqué. C'est en quoi je pense qu'il y aurait davantage de démissions encore. Euh, donc il y a une souffrance. On parlera d'ailleurs dans d'autres vidéos de la souffrance des élèves qui est également croissante. Mais on va essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi cette souffrance, euh, voir comment intervenir sur cette souffrance, mais ce sera sans doute l'objet d'autres vidéos. Euh, Quand on commence quand le vœu d'être enseignant émerge, c'est souvent, euh, alors, pas nécessairement une vocation, hein. C'est vrai qu'autrefois, il y avait peut-être davantage la notion de vocation parce que on s'orientait très jeune, hein, à l'école normale, euh, il y a encore pas si longtemps, enfin, à hauteur d'une vie, on n'est pas au 19e siècle, recruté après la troisième. Donc, on faisait 3 ans d'école normale et on passait le bac durant ces 3 ans, en plus du certificat d'aptitude pédagogique. Puis, on a décalé au bac, puis au DUG, puis à la licence, puis maintenant, on est sur du master. Et c'est vrai que quand on est sur d'un recrutement jeune, eh bien, on est sur le plus souvent un recrutement de personnes qui se disent je suis fait pour ça. Ça l'est peut-être moins maintenant, en particulier dans des filières qui sont plus compliquées dans l'insertion professionnelle. Quand on a fait une licence de psycho, de socio, de, voilà, de langue, enfin de langue littéraire, hein, en anglais littéraire, les LLCE, la filière LLCE, etc. Bien, c'est vrai que la philo, l'histoire, c'est compliqué c'est pas impossible, mais c'est compliqué de trouver d'autres implications, je dirais, professionnelles, hormis le champ de l'enseignement et de la formation. Euh, donc, on a peut-être moins cette notion de vocation, mais pourtant, c'est un métier où, quelque part, on s'attend à ce que l'enseignant soit passionné, voire passionnant, et totalement investi dans son travail. Euh, un enseignant qui serait quelque part presque enseignant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est-à-dire que il y a l'idée de quelque chose de fondamental, de personnel, d'impliqué, qu'on ne trouve pas dans toutes les professions. On ne demande pas ça à son garagiste, on ne demande pas ça à son teinturier, on ne demande pas ça à l'employé de la CAF, etc., hein. Bon, donc il y a pas toujours une vocation,
Mais il y a quelque chose qui reste comme ça de cette, de ça et déjà ça fait le lit, du burn-out, de la souffrance parce que, hem, quand on n'est pas là-dedans, on se sent coupable ou quand on n'est pas là-dedans, on vous désigne comme coupable. Donc chercher à être le prof idéal et cetera, c'est être d'office candidat au burn-out, à la dépression, heu et cetera. Donc là, je vais vous donner quelques pistes de compréhension. Comme à chaque fois, chaque personne est unique, chaque histoire est unique et donc chaque réponse est unique. On a quand même 50% d'augmentation des démissions dans le secondaire ces dernières années et 100% en primaire. Ça ne veut pas dire que 100% des enseignants euh, démissionnent. Ça veut dire qu'il y a 2 fois plus de démissions en primaire ces dernières années. Pourquoi? Parce qu'on est dans un environnement avec des injonctions qui sont qu'on peut qualifier de pathogènes, c'est-à-dire on nous on nous dit, enfin en tant qu'être humain, on dit aux enseignants ou les enseignants se disent des choses qui les conduisent inévitablement à la souffrance. Euh, une des injonctions, c'est on doit s'adapter parfaitement à chaque élève. On a un taux d'encadrement, alors en secondaire, c'est encore pire. Moi, j'ai découvert le département qui avait le taux d'encadrement le plus bas dans le secondaire. On a des classes de lycée de minimum 35. Les locaux ne sont même plus adaptés. Vous avez même des classes qui manquent de tables, de chaises. Enfin, c'est enfin, voilà, l'éducation nationale se tiers-mondise. Et évidemment, plus il y a d'élèves, plus c'est compliqué d'individualiser. D'autant qu'avec la loi de 2005, la volonté d'inclusion, mais pas les moyens derrière, eh bien, on a des enfants, des jeunes qui sont en difficulté, que ce soit des difficultés d'apprentissage, hein, comme la dyspraxie, la dyslexie, etc., que ce soit des handicaps, euh, que ce soit des troubles psychologiques. euh, ouais, on rajoute, je dirais, des difficultés et des nécessités d'individualisation sans en donner les moyens, clairement. En plus, on a tendance à pathologiser la moindre difficulté de l'élève. Alors, moi, je m'intéresse à la psychologie dans le cadre de l'enseignement, que ce soit l'accompagnement des professeurs, que ce soit l'accompagnement des élèves, parce que avant d'être psy, enfin, j'ai fait des études de psychologie, je suis devenue enseignante, et avant d'être psy, j'étais prof. Euh, et par exemple, alors peut-être parce que je suis plus âgée, mais à mon avis, et pour en avoir discuté avec un certain nombre d'orthophonistes, il y a par exemple des dyslexies qui ne sont pas des dyslexies. La dyslexie est une véritable maladie avec un fonctionnement du cerveau qui complique euh, un certain nombre de choses, et pas seulement la lecture. Euh, et il y a un certain nombre de difficultés d'apprentissage de lecture qui sont essentiellement liées à des méthodes de lecture, je dirais, pathologisantes. Le problème, c'est que quand un élève a des difficultés en lecture, tout de suite, il est, hop, dyslexique. Il écrit mal, il est dyspraxique. Alors que la dyspraxie, là aussi, c'est une maladie, c'est même, on pourrait même bien dire, un handicap, et c'est pas juste un problème d'écriture. Il fait des fautes partout, c'est de la dysorthographie. Peut-être que justement, les méthodes pour enseigner l'orthographe sont peut-être pas
aussi effectif que ça parce que on a eu quand même des générations, y compris d'enfants qui venaient de milieux ouvriers, paysans, etc., qui avaient une orthographe quasi irréprochable en sortant de l'école primaire. Euh, voilà. Donc, on pathologise la moindre difficulté des élèves, ça devient un handicap. Donc, on dit qu'il faut mettre en œuvre un certain nombre de choses. Et on voit hein, le nombre d'ouvrages pour les professeurs pour s'adapter voilà, aux 10, au TDAH, etc. Et on leur demande beaucoup parce que c'est pas leur métier. Ce ne sont pas des rééducateurs, ce ne sont pas des psys. euh, et donc, au lieu de se recentrer sur le cœur de leur profession qui est l'instruction, eh bien, on en fait des espèces de couteaux suisses, voilà, mais pas bien suisses, visiblement. Les lames sont émoussées puisqu'on leur demande trop. Donc ça, c'est une première injonction qui peut être pathogène. Euh, on, on fait croire à l'enfant et à la famille de l'enfant que l'école va s'adapter parfaitement à lui. Et évidemment, il va s'apercevoir que non, parce que ça n'est pas possible. À partir du moment où on fait du collectif, en tout cas sur des groupes de plus de 10, on ne peut pas. Quand bien même on ferait des plans de travail individualisés comme Freinet, ou qu'on ferait des ateliers individualisés comme Montessori, qu'on ferait un certain nombre de possibilités de créer des projets individuels, comme les protocoles d'enrichissement chez des jeunes HPI, etc. De toute façon, si on a un groupe, on n'a pas de l'individuel. C'est, je dirais, mathématique. Donc, l'élève, il arrive et il est déçu. L'enseignant, on lui demande de faire ça, c'est pas possible, et il se déçoit, et il déçoit les parents, et il déçoit les élèves. Vous avez déjà un terreau particulièrement euh, infertile, je dirais. Euh, on peut différencier, mais on peut pas différencier totalement. Sinon, on fait du cours particulier. Euh, on fait même attention parce que, par exemple, avec ces dernières années, on crée, euh, notamment au collège, des groupes, enfin au lycée aussi d'ailleurs, qu'il faut pas appeler des groupes de niveau parce que c'est tabou. On dit des groupes de besoins. Enfin, je parlais avec un professeur d'espagnol de lycée il y a quelques jours qui commence en me disant on lui met dans la même classe les LV1, les LV2, les spécialités, les options, tout le monde mélangé et avec normalement des volumes horaires différents en plus et elle doit faire cours. Et elle dit, ben je fais des groupes de niveau. Et tout de suite, elle corrige en disant, je fais des groupes de besoins. Donc on doit s'adapter aux besoins qu'on a évalués, parce que c'est une éducation nationale de l'évaluationniste, même, je dirais. Donc on fait une évaluation diagnostique, on voit les besoins, etc. Même si on n'a pas ni le temps, ni les moyens matériels humains de répondre, il faut faire cette évaluation diagnostique. Donc on a des injonctions comme ça paradoxales où on vous dit faut faire ça, et on peut pas. On ne peut pas et on tente l'impossible, on échoue. On ne tente rien, on échoue. Donc de toute façon, c'est une voie de garage. C'est une impasse. Donc il y a une volonté chez l'enseignant de coûte que coûte d'arriver à son objectif, même s'il y a des signes qui montrent que le chemin n'est pas le bon. Donc on y met toute son énergie, ça envahit toute sa vie, on le voit parce qu'il y a des gens qui croient encore que donner 18 heures de cours ou 26 heures de cours, c'est le total du travail. Non, heu, ça prend si on fait son travail, correctement, ça prend beaucoup plus d'heures de préparation, de correction et cetera. Et on voit bien que le travail en dehors du face-à-face pédagogique
prend énormément de place. On le voit par exemple chez les professeurs des écoles qui font leurs courses. Voilà, on est chez telle enseigne. Faut que je cite deux marques, ça commence par un A, AC, plus loin Sion. Et alors on en profite pour acheter des petits trucs pour la classe, pour les travaux manuels, pour la fête des mères, pour les ateliers de manipulation, etc. Donc on est un petit peu toujours, oh, on regarde, il y a une émission qui passe à la télévision, oh, on l'enregistre pour sa classe de terminale parce que c'est le programme d'histoire. Et il y a comme ça une, une espèce d'imprégnation du travail dans toutes les sphères et ça conduit au burn-out. Euh, et en plus, ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire que plus on se focalise sur quelque chose à tout prix, et plus on génère des conséquences. Euh, Si, par exemple, Anatole, reconnu TDAH, fait le bazar. Donc, parce qu'il se concentre pas. Qu'est-ce que je fais? Je cherche par tous les moyens à faire en sorte que Anatole se concentre pour ne pas déranger le reste de la classe. Donc, je me focalise sur Anatole. Quand je me focalise sur Anatole, autour, évidemment, je ne m'occupe pas des autres élèves. Certains pouvant en profiter pour faire le bazar aussi, d'autres pour ne plus travailler, etc. Donc, voilà, j'ai ma classe de 25, j'ai 24 élèves que je délaisse pour Anatole. Anatole, il voit bien que je me focalise sur lui et qu'au bout d'un moment, il est fort à parier qu'il en fasse un petit peu, qu'il en rajoute une couche par provocation ou par jeu ou pour créer une relation privilégiée, puisqu'il a compris que pour créer une relation privilégiée, il fallait qu'il fasse le bazar. Donc, finalement, quelque part, l'enseignant, il a échoué et avec l'individu, le particulier, et avec le groupe. Euh, Si je dis sans cesse à Anatole de pas gigoter, ça l'énerve et il gigote. Si je me concentre sur un problème d'une manière hyper focalisée, il est fort à parier que le problème grossisse. Ne serait-ce que dans cet exemple-là, on a un certain nombre d'enfants qui jouissent d'attirer l'intérêt de l'adulte pour diverses raisons. On en reparlera, si vous voulez, quand on parlera de l'éducation avec les parents. C'est vraiment une jouissance, c'est vraiment un plaisir, voire faire exploser l'adulte. Donc, il renchérit. Donc, c'est plus intéressant de responsabiliser un adulte aussi, un élève euh, qui, qui pose problème, plutôt que de finalement ajouter de l'infantilisation, de la prise en charge. Bref, voilà. Donc, enchaîner à chacun, mais respecter chacun, se faire respecter pour avoir un bon climat de classe, parce qu'en plus, maintenant, il suffit pas d'avoir... euh, moi, j'avais une collègue qui m'avait dit oh là là, mais c'est horrible, ta classe, elle est silencieuse. Je disais oui, quand ils sont plongés dans un exercice, ben oui, ils sont concentrés, ça se fait en silence. Et puis il y a des moments où on parle, où on chante, mais voilà. Mais pour elle, c'était pas. Elle avait été formée pour que ils soient en îlot, ils travaillent en groupe, ils soient toujours dans un aller-retour réflexif entre enfants, etc. Et le travail individuel, concentré, silencieux, pour elle, c'était limite de la maltraitance. Euh, et, et donc, on dit, il faut un bon climat scolaire, il faut une dynamique de classe très particulière, tout en ayant des enfants de plus en plus particuliers. Euh,
Et c'est important de faire en sorte que le but idéal et le résultat ne soient pas trop en décalage. Parce que sinon, là, c'est le burn-out, c'est la souffrance assurée. Si vous mettez la barre trop haut, en gros, ben, vous ne pouvez pas l'atteindre. Hem, j'ai vu des enseignants, par exemple, en primaire, qui se rendaient malades parce que, elles ne pouvaient pas, excusez-moi, c'était des femmes, donc je dis elles, elles ne pouvaient pas, travailler de telle façon parce qu'elles n'avaient pas l'argent pour acheter ce matériel. Moi, je suis d'une génération où on avait des budgets de classe beaucoup plus réduits et où on avait l'habitude de faire, avec les moyens du bord. Alors, c'était horrible, les maris, les conjoints de d'instit, de maternelle et de primaire à l'époque, on avait marre des, garages où, où, les enseignants, gardaient, les bouts de carton, les rouleaux de papier toilette, les perles, enfin tout ce qui pouvait être réutilisé pour, manipuler, pour faire des travaux manuels, pour faire du dessin, pour faire du sport, que sais-je. Hem et Et donc finalement la pression était moins importante. Maintenant, il faut ci, il faut ça, il faut, hem et qui demande du budget ce budget on l'a pas, donc on se rend malade et cetera. La relation avec les parents aussi est importante et de plus en plus, moi ce qui me fait peur, c'est que ce sont des jeunes qui sont en SP ou qui sortent d'SP, qui tiennent déjà ce discours, c'est un petit peu: «Les parents, faut s'en méfier, sont les ennemis». Enfin, il y a 2 ennemis désignés, ce sont les vieux profs et les parents. Les parents sont des ennemis, il faut s'en méfier. Alors, si vous voulez avoir des problèmes, heu, avec les parents, il y a rien de mieux que de partir. C'est valable d'ailleurs pour n'importe qui. Si vous partez du principe que quelqu'un est votre ennemi, vous êtes certain qu'il va le devenir à un moment. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans une communication fluide, confiante, etc. Moi, ce que je dis souvent aux jeunes enseignants, c'est même si aujourd'hui on parle d'éducation nationale, j'ai vu le nouveau socle qui rajoute une dimension éducative. Il y a deux nouveaux items qui sont éducatifs et non pas instructifs. Euh, plus l'enseignant va se mêler d'éducation et plus il va avoir les parents sur le dos, et puis plus il va autoriser les parents à se mêler de l'instruction. Parce que quand vous créez une porosité, quand vous vous permettez de vous mêler des affaires des autres, il ne faut pas s'étonner que les autres se mêlent de vos affaires. Et je dis souvent, euh, soyez clairs. Non, je me mêle pas de la façon dont, de l'heure du coucher, d'Anatole, je me mêle pas de ce qu'il met dans son assiette et cetera. Ça, ce sont les parents, même si moi je ne suis pas d'accord, même si moi je ne donnerai pas, des Kinder parce que c'est de la cochonnerie, que je ne donne pas des Kinder parce que c'est de la cochonnerie à mes enfants, je n'ai aucun, pouvoir, droit d'aller dire aux parents d'Anatole: «Arrêtez de lui donner des Kinder». Par contre, eux n'ont pas le droit de, donner leur avis sur ma méthode de lecture. Je choisis le manuel 1 que je souhaite. Je peux me tromper, comme eux, en leur donnant Kinder Bueno, mais chacun son son précaré. Et déjà quand on commence comme ça, c'est-à-dire dans le respect du rôle de chacun, ça facilite les choses. Ensuite, il faut pas oublier que l'enfant, l'élève, quel que soit son âge, c'est pas un saucisson. C'est pas, chacun prend sa tranche. Alors moi, je prends la tranche école, toi tu prends la tranche, centre de loisirs et cetera. Un enfant, ben, il passe d'un lieu à un autre, mais c'est toujours lui. Donc vous ne pouvez pas faire abstraction de ce qu'il est au niveau psychologique, au niveau psychosociologique, au niveau familial et cetera. Hem et si vous n'acceptez pas ça, voilà, si vous n'acceptez pas que, Anatole, vive d'une telle façon, avec des parents qui pensent d'une telle façon, heu,
pratique telle religion, heu et cetera, votre travail va être infernal. Hem, quand on voit, par exemple, le terme quand on demande à un parent de venir pour un rendez-vous, heu, on voit le terme convocation. Convocation, on est convoqué au tribunal, on est convoqué au commissariat, mais on ne devrait pas être convoqué à l'école. Sauf si votre enfant est responsable d'avoir brûlé le CDI. Ou là, bon, mais je pense qu'il y aura une case policière et juridique à gérer aussi. Ça relève plus seulement de l'école. Mais donc vous convoquez un parent. Déjà, vous le mettez dans une situation quand même assez. Voilà, ça facilite pas la prise de contact. Et puis ensuite, alors dans le primaire, vous le faites asseoir sur le siège de son enfant. Vous imaginez un petit peu la symbolique. Alors déjà, vous êtes soit debout, soit assis sur une chaise normale. Lui sur sa petite chaise inconfortable, tout recroquevillé. Et puis en plus, vous le mettez dans la position de l'enfant. C'est pas compliqué d'aller chercher une chaise d'adulte et en prévision de l'entretien et de la mettre dans la classe pour que l'adulte bah, soit en position d'adulte et que ce soit une relation égalitaire, non pas au sens deux enseignants, mais deux adultes qui partagent des choses autour d'un enfant. Euh, donc chacun reste dans son rôle, bon, sauf dans le cas évidemment de maltraitance. Ça aide quand même. Euh, Si vous vous sentez submergé, ne cherchez pas vos failles, ne cherchez pas à demander de l'aide à une collègue, à un psy, à un directeur si vous vous sentez bien avec votre directeur, à un médecin, peu importe. Mais si vous ne sentez pas à la hauteur et que vous allez chercher dans vos failles, vous allez aggraver le problème. Peut-être que vous allez, en parlant avec quelqu'un, vous allez avoir quelqu'un qui va vous dire, mais tu fais ce que tu peux, tu as de bons résultats, où est le problème? Alors je sais bien que parler en termes de résultats, ça choque. Pourtant, moi je trouve que c'est très clair. On a des programmes, on a des attendus de fin d'année, de fin de cycle. Si un élève sait lire couramment, je sais bien, c'est pas la mode de dire ça, mais par expérience, je sais que c'est indispensable. Si un élève lit couramment en fin de CP, vous avez fait votre job. Peut-être que cet enfant chez lui, il lit pas. Peut-être qu'il est collé aux écrans, mais ça, c'est pas de votre ressort. Vous n'avez pas de pouvoir là-dessus. S'il lit couramment, vous avez fait votre job. Euh, donc, n'allez pas chercher ce que vous ne réussissez pas, chercher dans ce que vous réussissez pas, mais consultez des personnes extérieures. Euh, et là, ça ira mieux. Alors, j'ai donné quelques pistes, hein. On va pas aller plus loin parce qu'il y a tellement de choses à dire et je reviendrai. De toute façon, vous pouvez me contacter individuellement puisque donc j'accompagne des professeurs individuellement. Je fais des groupes de parole. euh, et puis, vous pouvez tout simplement me contacter pour avoir des renseignements. Mais on évoquera ce problème d'une manière plus ciblée sur des thématiques plus précises dans d'autres vidéos. Voilà, à bientôt.